Alors, nous allons donc commencer la troisième conférence de la matinée et ensuite nous terminerons dans cette matinée par la table ronde qui permettra de faire remonter un certain nombre de questions sur les interventions précédentes. Je pense qu'il y en aura beaucoup. Cette intervention qui va compléter celle que nous avons entendue avec un... Oui, merci. Donc avec une centration plus nette et très nette sur la mécanique quantique. Donc Emmanuel Ransford, qui intervient maintenant, est ancien élève de l'école polytechnique et à la fois spécialiste en sciences physiques et en sciences économiques. Et il travaille désormais réfléchissant sur la science physique et plus précisément sur la théorie quantique. Vous avez entendu ce matin, et pour ceux qui n'étaient pas persuadés, l'importance de ce que la théorie quantique a introduit dans notre rapport au réel. Et il y a vraiment une révolution quantique, une nouvelle manière de se rapporter au monde. Et donc c'était important de donner place à cet événement et à cette théorie. Donc, quelques publications, il est signalé que vous les trouverez, si ce n'est pas déjà le cas, à la librairie du colloque. Ah, pardon. Alors, excusez-moi. Bon, alors, je reviens. Contrairement, comme on dit à la SNCF, contrairement à ce qui a été annoncé, habituellement, c'est une voix enregistrée qui dit ça, mais là... donc, contrairement à ce qui était annoncé, les ouvrages de M. Ransford ne sont pas disponibles à la librairie. Alors voilà, donc il y a effectivement, j'avais repéré que sur Internet, il y a un certain nombre de conférences qui sont disponibles. Vous pouvez du reste les trouver assez facilement en tapant son nom sur... les bons moteurs de recherche, il y en a plusieurs, il n'y a pas que Google, je vous rappelle. De même, ces ouvrages aussi peuvent être accessibles, mais on vous enverra tous les liens. Bon, je ne veux pas accaparer davantage la parole, et je lui cède volontiers le micro. Pas fort, ça y est, c'est bon? D'accord. C'est déjà, il faut avoir des capacités techniques que tout le monde n'a pas, la preuve. Alors, bonjour, merci pour les organisateurs, merci à vous le public pour être venu. Alors, je vais vous apporter une forme de bonne nouvelle, c'est-à-dire c'est ma lecture de la physique quantique qui me permet d'affirmer tout de go qu'il y a place, depuis l'avènement de la physique quantique, pour une approche à la fois scientifique et non matérialiste de l'énigme du cerveau conscient. C'est-à-dire, on a distingué ce matin, Thierry Magnin distinguait en français dans le texte le mind et le spirit. Et je vais surtout vous parler, ça sera un petit peu du côté du mind, c'est-à-dire la conscience, on va dire la conscience ordinaire, c'est-à-dire je ne me permets pas d'avoir un discours totalisant sur l'ensemble du phénomène psychique. Voilà. D'autre part, point de vue de vocabulaire, je parlerai plutôt du psychisme. Alors le psychisme va se rapporter, si on voulait faire un parallèle avec Teilhard de Chardin, ça c'est du côté de ce qu'on appelle la protoconscience, c'est-à-dire je mets dans le psychisme le matériau de base qui, dans certaines conditions, va émerger sous forme de conscience. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour moi, dans ma compréhension des choses, la conscience est à la fois une émergence, mais une émergence qui n'est pas matérielle, qu'on ne peut pas réduire à la matérialité. Je dirais c'est un petit peu dans le même rapport, et là derrière, il y a ce qu'on pourrait appeler la loi de complexité-conscience de Teilhard de Chardin. C'est un peu dans le même rapport que vous prenez un monument sophistiqué, très très beau, et ce monument est en pierre, et en fait son élément de base, eh bien c'est la brique élémentaire. Donc je mets dans le psychisme la brique élémentaire qui, dans certaines conditions, va devenir le beau monument qui s'appelle une cathédrale, tout ce que vous voulez, qui c'est le même matériau, mais avec en plus un élément de complexité. Donc c'est pour moi, la conscience
est un phénomène émergent tout en n'étant pas réductible à la matière. Alors, en fait, autre chose, j'espère que ce ne sera pas trop décousu, autre chose, la conscience, je ne cherche pas et je ne prétends pas la définir. Et je pense qu'à mon avis, c'est une erreur de vouloir définir. Pourquoi ? Eh bien, parce que la matière, non plus, on ne sait pas la définir. La seule chose qu'on est capable de faire pour quoi que ce soit dans le réel objectif, la seule chose qu'on est capable de faire, c'est de dire la matière est quelque chose qui, c'est-à-dire la matière est quelque chose qui se comporte comme ceci et cela. Eh bien, pour la conscience, c'est la même chose. En gros, j'élude la question de savoir intrinsèquement ce que c'est que la conscience, parce qu'à mon avis, j'allais presque dire c'est un faux problème, en tout cas un problème qui nous échappe, de la même manière que si on devait dire exactement ce que c'est que la matière en amont de ses comportements, il y a la loi de Schrödinger, il y a la gravité, il y a machin bidule, tout ça, ça ne définit pas la matière, ça dit que la matière se comporte comme ceci. Mais on ne remonte pas à la source intrinsèque. Qu'est-ce que la matière ? Et pour l'esprit, c'est la même chose. Pour la conscience, c'est la même chose. Sauf que pour la matière, comme c'est palpable, ça fait mal aux doigts quand on tape dessus, on a l'impression que on sait ce que c'est. Donc, il n'y a pas de problème. Alors que l'esprit ou la conscience ou le psychisme, qui n'est pas très visible, est impalpable, on ne sait pas ce que c'est. Mais en fait, si vous réfléchissez, la seule chose que nous sommes capables de dire, c'est que ce soit la matière ou le psychisme, c'est quelque chose qui se comporte comme ceci et cela. Alors, la question suivante, c'est de se dire, comment vais-je caractériser le psychisme ? Il y a quelque chose qu'on appelle, je crois c'est en mathématiques, un critère séparateur, c'est-à-dire si vous vous dites que dans la réalité, ce qui est mon postulat, il y a quelque chose qui est du domaine du psychisme et du domaine de la matière et que l'un n'est pas réductible à l'autre, c'est-à-dire ils sont dans une altérité et une complémentarité. La preuve qu'ils sont complémentaires, c'est que ce qu'on appelle en biologie la fonction sensorimotrice me montre que le dialogue est possible entre les deux et ça va jouer un rôle très important dans une démarche scientifique mais non réductionniste. Alors, comment caractériser le psychisme ? Pour pouvoir distinguer ce qui est de l'ordre de la matière et ce qui est de l'ordre du psychisme. Si je ne suis pas capable de faire ça au départ, je n'irai nulle part. J'ai besoin de ce qu'on appelle, comme je vous ai dit, un critère séparateur. Alors, alors là, il y a un tout petit peu de jargon. Je vais distinguer deux types de lois de causalité. Celle que j'appelle de la matière, qui est une loi, j'appelle ça exocausale. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que si j'ai un objet qui est matériel, eh bien, ses règles de comportement sont parfaitement exocausales. Ça veut dire qu'elles sont déterminées à l'extérieur de lui. Par exemple, si je lâche ce verre, il va tomber. Et on est capable de faire l'équation, de dire, selon la masse d'air qui est autour, les frottements avec l'air et tout ça, on est capable de savoir comment il va tomber. Qu'est-ce que ça veut dire, l'exocausalité ? C'est une loi de causalité subie. C'est-à-dire le verre ne peut pas décider, je reste en l'air ou je vais descendre comme ça. Donc, quand je vous parle de ce mot un peu barbare, exocausalité, ça veut dire déterminisme. C'est-à-dire, en fait, je suis allé gratter derrière le déterminisme. Qu'est-ce qu'il y a ? Et j'ai répondu, il y a de l'exocausalité. C'est-à-dire, un être exocausal, c'est un être qui va subir son comportement. Il n'a pas son mot à dire. Et je dis que la réalité, et il y a des raisons, je dirais, qui ont à voir avec l'ontogenèse, mais je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais il y a des raisons de penser qu'il y a un autre type fondamental de loi de causalité, et je vais l'appeler endocausale. Alors, exocausale, vous avez compris, c'est une loi de causalité exogène. Exogène, c'est-à-dire extérieure. Et endocausale, c'est une loi de comportement ou de causalité qui est endogène. C'est-à-dire, en gros, c'est l'être endocausal qui décide ce qu'il va faire. Du genre, en fait, c'est un autre nom du libre arbitre, si on veut.
C'est, par exemple, je décide de tourner la tête à droite ou à gauche. Ça ne m'est pas imposé de l'extérieur, bien que certains me diront, mais si on avait rentré tous mes trucs dans un super ordinateur, on saurait qu'à telle heure exactement, j'aurais fait ceci, cela. Je réponds que nenni. Je n'y crois absolument pas. Donc, pour moi, ce qui me permet d'élaborer ma démarche, c'est de partir du fait que je vais caractériser, encore une fois, je ne définis pas, je me contente de caractériser, je ne pourrais pas définir. Je caractérise le psychisme par de l'endocausalité, ce qui, en termes plus ordinaires, revient à dire que dans toute gouttelette de psychisme, je vois, je décèle un pouvoir décisionnel. Alors maintenant, autant l'exocausalité, je vous ai dit, c'est le rouleau compresseur, ça c'est prévisible, c'est donc ça va apparaître phénoménologiquement comme du déterminisme. Autant l'endocausalité, il n'y a pas de déterminisme. Donc ça va apparaître phénoménologiquement comme un comportement aléatoire. Et là, c'est intéressant parce que dans les scandales de la physique quantique, il y a notamment, par rapport à la physique classique, il y a notamment la découverte que dans la matière, de temps en temps, la matière s'offre le luxe d'une suspension du déterminisme. Alors, pour l'instant, je dirais la vision officielle, c'est de dire, eh bien, s'il n'y a pas de déterminisme, il y a de l'aléatoire, mais du hasard vrai. Le hasard vrai, c'est quoi? C'est la conséquence sans cause. Vous savez, c'est la tarte à la crème qui saute d'un seul coup, et il y a pas de cause. C'est comme ça, c'est comme ça. Et je dis que il y a, en fait, par rapport à un comportement aléatoire, il y a au moins trois hypothèses possibles. Le premier, c'est le hasard vrai. On va appeler ça acausalité, le A privatif, c'est-à-dire dans cette boîte de l'aléatoire quantique, il n'y a rien, boîte vide, mais je peux faire aussi l'hypothèse qu'en fait, la boîte est pleine. Et elle a au moins deux façons d'être pleine. La première, c'est, alors je vais parler en termes tout à fait barbares, du cryptodéterminisme, du crypto-exocausalité, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les théories à variables cachées. En fait, il y a un déterminisme, ça revient à dire, il y a en fait un déterminisme, mais on ne le voit pas. On n'a pas accès à ce déterminisme, et donc on a l'impression que c'est aléatoire. Tout simplement, on pourrait dire, c'est de l'aléatoire par ignorance. Et si nous avions une vraie connaissance du monde quantique, si nous arrivions à voir en deçà du seuil dit quantique, subquantique donc, eh bien, on verrait ce déterminisme. Alors, il y a eu un certain nombre de tentatives de théories dites à variables cachées. Aucune, jusqu'à ce jour, n'a donné un résultat vraiment convaincant parce que, eh bien, il y a un certain nombre de contraintes en physique, notamment avec la relativité et tout ça, et chaque fois, ça trébuche. Donc, c'est en tout cas pas l'hypothèse que j'adopte. J'adopte une troisième hypothèse qui est superbement ignorée jusqu'à présent. Heureusement qu'il y a des vilains petits canards qui cherchent ailleurs. Et cette hypothèse, c'est justement celle de l'endocausalité. C'est-à-dire, je dis que quand, par exemple, une particule, je ne sais pas si quand je parle de l'aléatoire quantique, ça vous dit quelque chose. Si vous voulez deux exemples pour le prix d'un. Alors, le premier, c'est quand on fait une mesure. Il y a quelque chose en physique quantique qui s'appelle les états superposés. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, si vous voulez, ça revient à dire que là, on a un objet macroscopique, il est là, il n'est pas ailleurs. Eh bien, dans le monde microscopique, comme il y a des phénomènes un peu ondulatoires, un état superposé, c'est dire, par exemple, un électron est dans un état superposé, ça veut dire qu'il est ici, mais il est aussi un peu là. Donc, il est ni d'un côté ni de l'autre, et il n'y a que quand je vais le mesurer, qu'il va prendre une position précise. Il sera ici ou là. Et en physique quantique, on est incapable, on connaît les probabilités qu'on le trouve ici ou qu'on le trouve là, mais ce n'est pas une certitude. Et c'est un phénomène intrinsèquement aléatoire, c'est-à-dire ce n'est pas, encore une fois, de l'aléatoire par ignorance. On sait que à l'avance, on ne peut pas savoir si le verre
le petit électron, la particule quantique qui est à la fois ici et là, on ne peut pas savoir si quand je vais le mesurer, on va le retrouver ici ou là. Première preuve d'aléatoire. Une autre que vous connaissez tous, c'est ce qu'on appelle la radioactivité naturelle. Prenons 1 kilo d'uranium, ce que vous voulez, hein, mais il faut prendre quand même des gants parce que la radioactivité, c'est pas très bon. Et on la met ici, et par hypothèse, tous les atomes qui constituent ce bloc d'uranium ou de tout ce que vous voulez, de substances radioactives, sont dans le même état initial au moment où je les pose ici. Sauf que on sait, ça a été démontré, qu'il y a tel atome qui va se désintégrer dans 3 microsecondes, tel autre dans 3 minutes, tel autre dans 7 minutes, tel autre et ainsi de suite. Dans un siècle, il y en a encore un qui va se désintégrer, alors qu'ils sont exactement au même état initial. Et donc là encore, on est confronté à un élément de hasard quantique. C'est imprévisible. Il n'y a pas de déterminisme. Je ne peux pas écrire un déterminisme qui va me permettre d'expliquer que tel atome qui est ici, qui est exactement dans le même état initial que celui-là, celui-ci va se désintégrer dans 5 minutes et celui-là dans 2 ans. Unmöglich, comme disait Goethe. Voilà. Alors, je fais encore une petite parenthèse, c'est qu'il y a aussi une autre leçon à retenir. Je vais continuer là-dessus, je fais juste un petit flashback. C'est que ce qui est intéressant avec la physique quantique, qui n'a vraiment rien à voir avec la physique classique, c'est que elle nous invite, je le dirais, elle touche le niveau métaphysique. C'est-à-dire, en fait, la physique, depuis qu'elle est devenue quantique, ne peut plus faire l'économie de la métaphysique. Et quand je dis la métaphysique, de quoi s'agit-il plus précisément? Il s'agit de l'ontogenèse. C'est-à-dire, en fait, et ça a été le point de départ, en fait, de ma démarche. Alors, comme il n'y a pas de livre en vente, il y en a ici, c'est tout ce que je vous dis sur la physique quantique est consigné dans ce livre qui s'appelle « 8 leçons essentielles sur la science quantique ». Voilà. Pas en vente dans la salle d'à côté, mais tant pis, c'est pas grave. Si j'avais su, je vous en aurais amené quelques-uns. Et voilà. Ce qui est intéressant avec donc cette physique quantique, c'est c'est une espèce de physique des profondeurs. De même qu'on parle de la psychologie des profondeurs, eh bien là, on peut dire que c'est la physique des profondeurs et qu'elle va tellement profond qu'elle touche la métaphysique. Et en fait, alors c'est quelque chose qui est dans ce livre-là, on dit que le quantique est bizarre, incompréhensible, mais en fait ce n'est même pas vrai. Quel est le fil, comment comprendre ça? Eh bien, il y a en fait 2 principes fondamentaux que je vais énoncer, puis après je vais revenir à la conscience. Le premier, c'est que tout ce qui existe dans le monde, c'est-à-dire tel objet, un objet qui paraît statique, en fait, il est dynamique. Pourquoi est-il dynamique? Parce qu'il n'existe que parce qu'il est un processus d'ontogenèse, c'est-à-dire il a capacité à se faire exister. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la physique quantique aussi nous dit qu'il existe quelque chose qui s'appelle l'onde quantique. Et cette onde quantique, en plus, par le principe de Huygens, les intégrales de chemin de Feynman et tout ça, on montre que cette onde quantique s'auto-reproduit. C'est-à-dire, quand on la fige à un moment donné, on voit le front d'onde, comment il se déduit de ce qu'elle est au moment t, t plus delta t, on peut construire. Et en fait, donc, on a là-dessus une description mathématique de ce processus d'autoconstruction. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental? Alors, je vous le fais simple, parce que dans la physique classique, les seules ondes qu'on avait, c'est ce que j'appelle des ondes d'agitation. Qu'est-ce que c'est qu'une onde d'agitation? C'est le son dans l'air ou les vagues à la surface de l'eau. Vous mettez un caillou, ça s'agite. Quelle est la caractéristique d'une onde d'agitation? Eh bien, c'est une onde qui met en mouvement un milieu préexistant. Ce qui veut dire que si vous supprimez cette onde, eh bien, vous avez le calme. Alors que l'onde quantique est d'une autre nature, et c'est pour ça d'ailleurs, en parenthèse, qu'il n'y a pas d'éther, mais enfin, luminifère, mais passons. C'est une onde autoconstruction, c'est ce que j'appelle une onde de substance, c'est-à-dire l'être quantique, l'onde quantique est ce qui permet
ce qui lui permet à elle-même d'exister. C'est une espèce de réflexivité active. Alors là, on est un peu dans le domaine de la métaphysique, il faudra aller plus loin, mais je vais m'arrêter. Je veux juste vous passer ce message. Autant si vous supprimez une onde d'agitation, les vagues à la surface de l'eau, le milieu préexistant, il est toujours là, il est juste calme. Si vous supprimez une onde de substance telle l'onde quantique, eh bien, ce n'est pas le calme que vous avez au bout du chemin, c'est le néant. Le néant. Et ce qui veut dire, alors ça c'est là, je vous dis, il y a vraiment des racines ontologiques dans la physique quantique, parce que, et puis là je ne vais pas aller plus loin, mais je veux juste vous dire, quand vous avez plusieurs ondes, vous savez que les ondes interfèrent. Et si vous avez une onde qui va comme ça, sinusoïdale, et vous prenez une autre onde qui est la même, mais en négatif, vous superposez les deux, vous avez quoi? Rien. Donc si c'est une onde d'agitation, c'est pas bien grave, vous avez le calme, mais si c'est une onde quantique, vous allez obtenir au bout du chemin le néant. Et si la nature autorisait ce genre de micmac, eh bien, le monde serait incohérent. Parce que vous avez l'onde, vous la superposez à une autre, vous avez donc deux objets qui existent, et au bout du chemin, vous n'avez plus rien du tout. Donc, aucune loi de conservation et tout ça. Tout ça pour vous dire, sans rentrer dans les détails, que si on tire le fil de ce genre de réflexion, qui encore une fois est de nature métaphysique, l'ontogenèse, eh bien on s'aperçoit que l'on va comprendre les bizarreries quantiques. Alors voilà, c'est juste, j'ai pas le temps, on a 3/4 d'heure. Voilà, alors, mais en tout cas c'est ça la piste. Et pourquoi les physiciens n'ont pas réussi à comprendre le monde quantique? Parce qu'ils ont oublié la métaphysique. Ils ont oublié l'ontogenèse. Encore une fois, j'ai l'habitude de dire que la physique est un département d'un tout plus vaste qui s'appelle la métaphysique. Voilà. Et ça, et c'est normal, à partir du moment où notre connaissance du monde objectif ou subjectif, tout ce qu'on voudra, devient suffisamment approfondie, nous effleurons forcément le domaine de la métaphysique. Vous descendez dans l'eau, à un moment il y a la croûte terrestre. La croûte terrestre, ce sera la métaphysique et l'eau, c'est la physique. Forcément. Il y a une totalité. Et c'est seulement en prenant compte de cette totalité que la compréhension du monde physique, quantique, peut germer. Voilà. Alors, donc, je reviens non pas à mes moutons, mais à l'exocausalité, à l'endocausalité. Encore une fois, quand je prends ce terme barbare d'exocausalité, vous pensez déterminisme. Et quand je prends ce terme barbare d'endocausalité, vous pensez aléatoire, faux aléatoire. C'est-à-dire, en fait, pouvoir décisionnel. Je dis que notre monde est fondé sur ces deux types de causalité. Et en fait, là encore, il y a des raisons ontologiques très fortes pour expliquer le fait que l'exocausalité seule, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait de l'endocausalité. Voilà. Alors, ça veut dire que je rajoute en fait une dimension réelle. Je rajoute et je passe de ce qu'on appelle la matière à ce que j'appelle l'holomatière. C'est la fermeture, c'est le complément de cette matière dans laquelle on ne voit qu'une dimension. Et la particule devient l'holoparticule. Et je vais prendre une comparaison très simple à comprendre, c'est celle de l'œuf poché. Ouf. L'œuf poché, quand vous avez un œuf poché non ouvert, vous ne voyez qu'une chose, c'est le blanc d'œuf. Alors le blanc d'œuf, pour moi, c'est la partie exocausale, la partie déterministe, la partie matérielle, celle qui résiste, celle qu'on connaît, qui est palpable. Mais je dis qu'à l'intérieur, y compris de toute particule, et je rejoins là-dessus les intuitions d'ailleurs de Teilhard de Chardin, à l'intérieur, il y a un jaune d'œuf. Et ce jaune d'œuf, eh bien, c'est la partie endocausale qui est habitée par une petite gouttelette de psychisme. Voilà. Et je ne sais plus où j'en suis, là, côté horaire. Combien de temps il me reste? Exactement. Dites-le vite, parce que sinon, ça me fera du temps en moins. Exactement 17 minutes. Bon, d'accord, 17 minutes, ça va. Donc, je suis à peu près à mi-chemin. Alors...
Donc, vous imaginez une particule, en fait, ce que je propose, c'est cette image du jaune d'œuf, c'est-à-dire l'électron, on ne voyait que la surface blanche, on disait ben, c'était quelque chose c'est une petite bille de matière, elle est blanche, mais à l'intérieur, je dis il y a autre chose. Et cette autre chose, on ne la voit pas. Pourquoi? C'est tout simple, parce qu'en temps normal, tout se passe comme si elle n'existait pas. C'est-à-dire, elle n'intervient pas, elle n'interfère pas avec l'évolution de l'électron. Donc, tout se passe comme si ça n'existait pas. Seulement, il y a des cas de figure où ça intervient. Et ces cas de figure, ladies and gentlemen, comme par hasard, ce sont ceux où le physicien ne comprend plus ce qui se passe. Forcément, il a une image du monde où il n'y a que du blanc d'œuf, et quand le jaune d'œuf, qui suit d'autres lois, puisqu'il est endocausal, va venir se manifester, il n'a pas les outils, il n'a pas le bon référentiel pour comprendre. Alors, la première chose, c'est ce qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes, moi j'appelle le saut quantique, enfin c'est un certain nombre de phénomènes. Si vous voulez, pour faire simple, en physique quantique, il y a 2 lois d'évolution. La loi normale, vous avez sans doute tous entendu parler de la loi de l'équation de Schrödinger, donc il y a une équation d'onde, c'est déterministe, c'est tout ce qu'on veut. C'est je dirais le type d'évolution, c'est quand c'est le blanc d'œuf qui mène la danse. C'est déterministe, c'est l'équation de Schrödinger. Mais il y a un deuxième type d'évolution, c'est celui que l'on va trouver dans encore une fois, quand vous faites la mesure. Je vous ai dit c'était là, et puis instantanément la particule va se restreindre. C'est aussi c'est très général en fait. Par exemple, quand vous avez quelque chose qui s'appelle l'effet tunnel, ça intervient. Quand vous avez un système instable qui se désintègre, ça intervient. C'est tout un ensemble de phénomènes, et je trouve que les physiciens n'ont pas clairement compris que c'était le même genre de phénomène. En fait, vous avez 2 lois d'évolution, donc si l'une n'a pas lieu, c'est forcément l'autre. Voilà. Donc j'appelle ça le saut quantique, parce que quand vous avez un électron périphérique dans un atome qui saute pour aller sur une orbite plus basse, c'est aussi le même genre de phénomène. Voilà. Et là, je dis, et ces phénomènes se caractérisent par un certain nombre de choses. Je vais juste en citer 2 parce que j'en ai besoin par la suite. Le premier, c'est aléatoire. Ça a un côté imprévisible. Et là-dessus, je vous ai dit, si c'est aléatoire, pour moi, c'est une présomption d'endocausalité active. C'est-à-dire, ça veut dire que le jaune d'œuf s'est réveillé et a fait le choix d'aller ici ou là, à tel moment ou à tel autre. Voilà. Donc pour moi, je dis que là, on est en flagrant délit de jaune d'œuf. Et donc ça, c'est déjà la première chose qui n'est pas comprise, puisqu'on pense que c'est quand il y a un observateur conscient et tout ça. Quand vous aurez lu mes excellentes œuvres, vous aurez compris que c'est un contresens, c'est un non-sens. Et il y a un autre phénomène qui n'est pas compris dans le quantique, c'est, vous avez sans doute tous entendu parler de l'intrication. Alors, l'intrication, ça me fait penser à trick, j'aime pas trop, mais les Québécois ont un mot plus joli, c'est l'enchevêtrement. C'est en fait la traduction de l'anglais entanglement, tout simplement. Donc, l'enchevêtrement, je ne sais pas si vous avez une idée à peu près de quoi il s'agit. Oui, non, et si, que non. On va faire au vote. On n'a pas le temps de voter, je suis désolé. Alors, est-ce qu'il y a des marqueurs? Bon, tant pis, il n'y a pas. Bon. Alors, c'est quoi l'enchevêtrement? Eh bien, vous avez le cas de figure le plus fréquent, c'est que vous avez 2 particules qui s'entrechoquent et qui partent. Et ces particules, en fait, restent une part chez les petits hommes verts de la galaxie d'Orion et l'autre part de l'autre côté dans l'univers. La chose curieuse, c'est que ces 2 particules vont rester liées. Et liées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites quelque chose à l'une, ça va modifier instantanément l'autre, alors même, alors c'est déjà bizarre, parce que quand elles sont à des milliards de kilomètres l'une de l'autre, elles sont hors de la sphère d'influence physique l'une de l'autre, et c'est encore plus bizarre quand vous pensez que l'univers est relativiste et nous dit que aucune influence ne peut se propager à vitesse supérieure
à celle de la lumière. Et là, vous avez vos deux particules sans complexe, qui sans doute n'ont pas lu la théorie d'Einstein, qui sont aux deux bouts de l'univers. Je titille l'une et ça modifie instantanément l'autre. C'est pas vraiment relativiste. Et alors, qu'est-ce que ça me dit? Alors d'abord, pourquoi? Pourquoi ce phénomène très bizarre? Eh bien, tout simplement parce que c'est ce que j'appelle la supraconservation. C'est tout simplement parce que les deux particules qui se sont entrechoquées et qui sont reparties, quand elles repartent, sont liées par une loi de conservation. Alors ça aussi, on ne vous l'expliquera jamais. Je rêve. Sont liées par une loi de conservation collective qui fait que, par exemple, si l'une a un peu plus de ceci, l'autre aura moins de cela. Alors vous allez me dire, c'est banal. Mais non, c'est pas banal parce qu'on est dans un cadre quantique. Et je vous ai dit qu'il existe quelque chose qui est un état superposé. Vous avez ça. Et je vais essayer d'être simple. Si j'avais un paperboard, je vous expliquerais mieux ça. C'est que les lois de conservation collective, c'est-à-dire par exemple, on va prendre le spin. Le spin, vous avez entendu parler, c'est en gros une espèce de toupie interne de l'électron. L'état le plus général d'un électron, c'est que spin up, comme on dit en français, ou spin down, en haut et en bas, ça tourne. Donc l'axe, ça va tourner dans un sens ou dans l'autre. Mais en général, quand on ne cherche pas à savoir comment il se comporte, eh bien, il va être une superposition des deux. Ce qui veut dire, c'est comme si vous aviez une toupie qui tourne dans un sens et dans l'autre. Difficile à concevoir. C'est comme ça dans le monde quantique. Et il n'y a que quand vous allez vouloir savoir comment elle tourne, que là, il va prendre position. Et là, le jaune d'œuf va se réveiller et va décider, je tourne dans tel sens ou dans tel autre. Et alors, donc, vous avez, par exemple, ces deux particules qui se sont entrechoquées, supposons qu'elles aient un spin, et qui sont reparties. Le problème auquel est confrontée la nature, c'est que tant que vous ne mesurez pas l'une ou l'autre, eh bien, elles n'ont pas de spin. Vous ne pouvez pas dire qu'elles sont en haut ou en bas, puisqu'elles sont dans un état superposé. Donc, vous avez cette situation extrêmement étrange d'une loi de conservation qui est virtuelle au départ. Elle est inapplicable, parce que je ne pourrai l'appliquer que quand l'une ou l'autre de mes particules aura enfin tournera enfin soit à gauche, soit à droite. Tant que c'est pas ça, la loi de conservation est virtuelle. Est-ce que vous percutez? Et ça, aucun physicien ne l'a compris jusqu'à présent. C'est un peu surprenant, mais c'est comme ça. Alors, donc, quand est-ce que la grandeur physique sur laquelle porte la loi de conservation partagée sera fixée? Par exemple, si vous faites une mesure, mais il n'y a pas que ça. Mais là, je vais simplifier le truc. Par exemple, si les petits hommes verts, au bout de 3 milliards d'années, se disent tiens, on a récupéré le photon, on va voir ce qu'il a, ou l'électron. Seulement pour la nature, les deux électrons, chacun a vécu sa vie et ils ont eu le temps de s'éloigner énormément. Donc, il a fallu que la nature invente autre chose pour faire respecter sa loi de conservation à partir du moment quand elle devient réelle, puisque jusqu'à présent, elle était virtuelle. Vous suivez? D'accord. Donc, si elle comptait sur une contrainte purement physique, ça ne marcherait pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle est à nouveau allée chercher le jaune d'œuf. Qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, le lien qu'on appelait autrefois de non-séparabilité ou d'intrication ou d'enchevêtrement ou de non-localité, il y a plein de noms, c'est tout simplement une soudure des jaunes d'œuf. C'est-à-dire quand les deux particules se sont entrechoquées, leur côté blanc d'œuf exocausal, elles ont gardé leur individualité, mais au niveau du jaune d'œuf, elles se sont soudées l'une à l'autre. Et pourquoi c'est intéressant? Eh bien, parce que quand je vais passer d'un état superposé à une vraie valeur sur laquelle porte la loi de conservation, eh bien, qui c'est qui fait ce changement? C'est le jaune d'œuf, puisque c'est lui qui a un pouvoir décisionnel. Donc ça, c'est déjà le premier aspect. Le deuxième aspect, le jaune d'œuf, je vous ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit, mais il est immatériel au sens où je l'utilise, puisque ce qui est matériel au sens où je l'utilise, c'est ce qui est exocausal. Et immatériel, ça veut dire quoi? Autre idée un petit peu révolutionnaire, ça veut dire notamment
qu'il n'est pas astreint aux lois relativistes de l'espace-temps matériel. En gros, je suis en train de vous dire que la relativité du bon instinct est elle-même relative. Elle concerne le blanc d'œuf, mais pas le jaune d'œuf. Et c'est grâce à ça que mes deux électrons qui peuvent être aux deux bouts de l'univers, instantanément, quand je vais titiller l'un, ça bougera l'autre. Parce que le jaune d'œuf évolue, transcende l'espace-temps de la matière. Deuxième raison pour laquelle la nature a mis un jaune d'œuf, un tigre dans le moteur, un jaune d'œuf dans le blanc d'œuf. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, c'est juste to give you a flavor, comme disait Shakespeare, c'est juste pour vous donner une notion de comment, à partir de cette hypothèse un peu folle d'un jaune d'œuf endocausal à l'intérieur du blanc d'œuf exocausal, comment on comprend enfin les bizarreries quantiques. Voilà, je referme là-dessus, parce que je voulais vous rajouter que, en fait, ce jaune d'œuf psychique va me permettre en plus d'élaborer une nouvelle compréhension du mystère du cerveau conscient. Alors, je vais parler juste de deux mystères. Il y en a d'autres, mais je vais faire simple parce qu'il doit y avoir 17 moins 12 minutes. Oh, 5 minutes 17, d'accord. La première chose, c'est, jusqu'à présent, l'opposition sur la question du cerveau conscient, il y avait deux grands, en faisant simple, il y avait deux grandes théories. La première qui disait la conscience est un épiphénomène de la matière. On a vu en sens inverse tout à l'heure, c'est-à-dire en fait, la conscience n'a pas de consistance propre, elle est juste l'effet d'autre chose, même si on ne comprend pas, c'est quand même ça. Et donc, dans ce cas-là, c'est une espèce de monisme matérialiste. À l'autre extrême, monisme spiritualiste, et il y avait quand même une autre théorie qui s'appelle le dualisme, à la Descartes. Seulement, la pierre d'achoppement de tous ces dualismes, c'est quand on leur disait « mais comment ça interfère votre sphère de l'esprit avec le sphère de la matière ?» Alors, en plus, les matérialistes avaient beau jeu de dire « vous nous dites que l'esprit existe, qu'il n'est pas matériel, qu'il est animé d'un libre arbitre, et nous, quand on regarde à la loupe les fonctionnements cérébraux, on voit qu'il obéit à 100% les règles physico-chimiques connues qui sont déterministes et patati et patata. Donc si le libre arbitre existait, eh bien ça violerait les lois de la physique, les lois connues, et nous n'avons jamais constaté ça. Donc votre truc, ça ne vaut rien. Eh bien il se trouve, la bonne nouvelle, c'est que dans mon approche, non seulement l'interface psychophysique ne viole pas les lois de la physique, mais elles sont internes aux lois de la physique. Pourquoi? Eh bien, parce que je dirais l'interférence, l'interaction de base entre le psychisme et la matière se fait au sein même de la particule et se fait par quelque chose qui est très précis, par la réduction du paquet d'ondes ou le saut quantique. Je vous ai dit que qui mène la danse quand il y a une réduction du paquet d'ondes ou un saut quantique, c'est le jaune d'œuf. C'est ça, ce qui veut dire que c'est la dimension psychique du monde, de la matière, de l'holomatière comme je l'appelle, qui vient perturber le blanc d'œuf, qui va évoluer différemment. Donc, on est en flagrant délit d'interaction psychophysique. C'est l'interaction de base. Maintenant, vous allez me dire, mais dans le cerveau, c'est beaucoup plus complexe et tout ça. Eh bien oui, parce que nous avons, dans la caisse à outils quantique, nous avons la deuxième interaction qui n'est pas connue, qui s'appelle l'enchevêtrement. Cet enchevêtrement, c'est quoi, pour faire simple? Eh bien, c'est du lien. Ça rend le jaune d'œuf de chaque particule agrégeable. Et en faisant une agrégation, eh bien, vous allez passer, comme j'avais dit au départ, de la brique élémentaire au grand monument. C'est-à-dire, en gros, grâce à cet enchevêtrement, la nature va pouvoir souder les jaunes d'œufs.
Et par effet de seuil, eh bien, je vais avoir progressivement, c'est la loi de complexité conscience, je vais avoir progressivement l'émergence de conscience supérieure telle que nos esprits. Et encore une fois, je ne me prononce pas sur, bien que j'en dirai un mot tout à l'heure, sur la conscience non ordinaire. Pour l'instant, je propose un schéma. En gros, pour faire simple, j'ai identifié dans le cadre de mon approche l'interface entre la sphère psychique et la sphère matérielle, réduction du paquet d'ondes, saut quantique. Et en plus, j'ai trouvé, donc qui va me permettre d'expliquer le sensorimoteur, ce dialogue entre la sphère du psychisme et la sphère de la matière, qui se joue dans le cerveau. Et deuxième chose, grâce à que j'appelle la supralité, grâce à la soudure endocausale qu'est l'intrication, eh bien, je m'aperçois que je peux passer de l'infime gouttelette élémentaire de jaune d'œuf interne à chaque particule élémentaire à des grands agrégats. Et en plus, chose en plus intéressante, c'est que ces grands agrégats, vous savez, c'est comme des perles et des ficelles. Vous avez donc les perles, c'est les particules élémentaires, les ficelles, ce sont les liens d'intrication. Avec des perles et des ficelles, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire des structures. Ce qui veut dire que vous pouvez injecter de la structure dans le milieu du jaune d'œuf, du psychique. Eh bien, là, vous avez la base pour l'information subjective, l'information psychique. Vous avez un effet de structure. C'est ça qui me permet, to make a long story short, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ça qui va me permettre, par exemple, le problème des qualia. C'est ça qui va... mon cerveau... dans l'occipital, là, mon cerveau visuel primaire va fabriquer certains types de structures qui vont me renseigner sur le fait qu'il y a un objet rouge devant mes yeux, ou bleu, ou vert, ce ne sera pas les mêmes, ou un son aigu, et ainsi de suite. Là, tout ça pour vous dire, pour vous donner une idée, que même chose pour la mémoire déclarative, pour vous dire que par cette approche, à la limite, il y a des problèmes, à mon avis, insolubles dans le cadre des neurosciences purement matérialiste, qui commence à prendre, on trouve une réponse. Voilà. Alors, je ne sais plus combien, dernier niveau. Alors peut-être, est-ce que j'ai le temps, dernier niveau? Oui. Je vous ai parlé jusqu'à présent du monde, j'appelle ça l'holomatière, chaque élément de l'holomatière fait d'un côté d'une exocausalité partielle et de l'autre côté d'une endocausalité partielle. Blanc d'œuf, jaune d'œuf. Et vous pouvez vous demander, mais que se passerait-il si je prends l'asymptote? L'asymptote, ça veut dire quoi? Si je coupe l'exocausalité et que je considère une entité totalement endocausale. J'appelle ça l'urcausalité parce que justement c'est le côté primordial. Et bien là, vous changez, autant quand il n'y a que de l'endocausalité partielle, vous êtes dans le niveau de l'immanence, et là vous changez de niveau et vous passez au niveau de la transcendance. Et juste pour vous dire que si, à mon humble avis, si un Dieu créateur et tout ça existe, il est forcément urcausal. Voilà. Et bon, là-dessus, encore plein d'autres spéculations, mais c'est fini. Thank you.